Bonsoir, mesdames et messieurs. Guten Abend, liebe Damen und Herren. Bonsoir, mesdames, messieurs. Comme vous l'avez déjà deviné, je ne suis pas Werner Sobeck. J'espère tout de même que grâce à mes années d'expérience et de coopération avec lui, je réussirai à transmettre les informations et de vous présenter ces contenus ce soir. Je m'appelle Stefanie Weidner, je suis architecte et depuis quelques jours, je ne travaille plus à l'université de Stuttgart, je travaille à plein temps avec Werner Sobeck. Et pour vous esquisser un peu ma perspective, à partir de 2022, je vais diriger un nouveau bureau à Copenhague et je coopérerai bien évidemment également avec Werner Sobeck. Le contenu de notre présentation d'aujourd'hui est comment voulons et pouvons-nous construire et vivre à l'avenir. Et je pense que c'est en quelque sorte l'axe central sur lequel nous allons nous focaliser, nous en tant qu'architectes et urbanistes, mais également en tant qu'habitantes et habitants, c'est vraiment le sujet de l'avenir. Et il s'agit bien de l'avenir. Si nous parlons de la durabilité, à mon avis, c'est également une capacité de pouvoir vivre à l'avenir. Si c'est durable, on verra bien. Et tout, vivre, être logé, se fait plutôt au niveau de la ville. C'est bien évidemment une très grande ville, New York, mais le changement important a eu lieu quand, pour la première fois dans l'humanité, il y avait davantage de personnes qui vivaient dans les villes que dans les régions rurales. Les lieux sont devenus un lieu d'espoir et même les villes qui sont nées avant avaient une vulnérabilité qui a pu être atténuée par la communauté, par le collectif, par le vivre ensemble. Et c'est pour cette raison qu'on est devenu sédentaire, on a abandonné ses tentes et on s'est regroupé afin de pouvoir profiter de la force de la communauté. Cela vaut également aujourd'hui. Par exemple, dans les régions rurales, il est très difficile de trouver un médecin. Également, l'enseignement, la culture, tout cela, on est mieux loti en ville. Donc les lieux sont véritablement, les villes sont véritablement les lieux d'espoir et en même temps les lieux de la concentration maximale avec des structures vivantes qui font figure d'organismes vivants. On peut effectivement parler d'organisme lorsqu'on parle d'un système, parce qu'il y a des villes qui s'agrandissent, d'autres qui se rétrécissent plutôt, mais la ville est toujours un organisme en changement, en mutation. Les villes sont plutôt un collectif de plusieurs sous-systèmes et ces petits sous-systèmes, il va falloir les contrôler et les mettre en relation. Et cela constitue également un défi. Et c'était l'un des sujets de mon doctorat d'ailleurs. Donc ce lieu de fusion, le melting pot, comme on dit, offre une multitude d'avantages. L'anonymat, mais en même temps, la culture, le choix de partenaires, les aspects positifs et en même temps,
l'anonymat, la déprivation de l'entourage familier que l'on connaît de la vie à la campagne. Et toutefois, les villes attirent beaucoup de personnes et constituent à être un endroit de l'espoir. Il y a beaucoup de tendances de partir vivre en ville parce qu'on rime souvent ville avec bien-être, avec prospérité. Tout cela que nous connaissons dans notre premier monde, c'est quelque chose qui va de soi. Néanmoins, on peut toujours dire que l'air de la ville sent la liberté. Je ne connaissais pas cette expression d'ailleurs, mais bien sûr, la ville est en quelque sorte synonyme de liberté, mais dans le passé, en tant qu'esclave, on pouvait donc acheter sa liberté. Si on a par contre essayé de prendre la fuite, et on n'avait pas de chance. On a été capturé et on a été retourné à la case départ. Mais si vraiment on a pu vivre 1 an et 1 jour en ville sans être capturé, on avait droit à sa liberté. Et le maître était obligé de vous céder cette liberté. Voilà, donc c'est une longue histoire, cette liberté en ville. Mais malheureusement, nombreux sont les rêves qui ne se réalisent pas en ville. Nombreux sont les personnes qui arrivent dans les villes, mais qui atterrissent dans des endroits peu vivables, comme Calcutta. Les bidonvilles, c'est la fin de l'espoir. Et pour moi, c'est une image très triste. Si je regarde un peu autour de moi, comment nous vivons, et les milliards de personnes qui vivent à peine dans des conditions lamentables. Écologiquement parlant, il faut dire que cette manière de vivre est beaucoup plus écologique que la nôtre, que notre mode de vie. Mais comment faire face à tout cela? On a des milliers, des milliards de personnes qui vivent dans des bidonvilles et une autre partie de la population qui peut vivre dans 50 mètres carrés avec une seule personne. Comment donc rejoindre les deux bouts? Si l'on parle pénurie des ressources, par exemple. Et je pense que c'est exactement ça, le défi majeur. La question que nous nous posons, qu'est-ce que c'est qu'une ville durable? Bien sûr, à Milan, vous voyez, il y a des bâtiments formidables. Toutes les documentations démontrent que c'est vraiment un bâtiment magnifique. Mais en comparaison avec les bidonvilles, c'est écologiquement parlant moins favorable. Cette tour présente bien sûr des avantages. La façade verte, je ne me prononcerai pas vraiment là-dessus parce que il y a quand même un certain déséquilibre lorsqu'on prend en compte les coûts pour la maintenance
Il y a aussi des déséquilibres entre les différentes saisons, l'ombre en été, quand j'ai donc moins de vues libres. Et par ailleurs, c'est une tour. Et les tours occupent très peu de surface. Il reste donc beaucoup d'espace pour se transformer en espace vert. Et pour cette raison, j'apprécie ces projets phares qui sont très souvent des tours et qui présentent un grand nombre d'avantages. Voilà, c'est donc un peu le programme contrasté que je viens de vous présenter entre les bidonvilles de Calcutta et ce bâtiment et chef-d'œuvre d'architecture en ville. La ville durable était aussi un sujet sur lequel je me suis penchée lors de mon doctorat parce que j'ai essayé, et c'était vraiment difficile, j'ai essayé de caractériser les paramètres liés à une ville durable et de les comprendre, de les décrire et de voir les facteurs interconnectés. Et j'ai pu comprendre qu'il n'existe pas de définition de la ville durable. La théorie de l'architecture ne présente aucune définition pour une ville durable. Donc, lors de ma recherche, j'ai donc fait un peu plusieurs catégories. Voilà les personnes, les habitantes, les habitants qui ont une très grande répercussion sur la durabilité, notre mobilité, notre logement, notre comportement en tant que consommateur. Alors, c'est à nous également de changer notre comportement, l'urbanisme, la densité de construction. Donc, mieux et améliorer la densité pour approuver, pour vraiment bénéficier des ressources. Si j'ai moins de densité, j'ai moins d'infrastructures. Je ne suis pas obligée de connecter des régions lointaines où il y a peut-être uniquement des maisons unifamiliales. Et dans ce sens, l'urbanisme est un instrument important pour créer une structure durable en ville. L'écologie, bien évidemment, est un facteur déterminant pour les structures durables, l'utilisation des ressources, la gestion des émissions et le site, l'endroit, avec tous ces paramètres géographiques, financiers, ces facteurs légaux. Tout cela fait une grande différence. Bon, pour revenir en arrière, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que la durabilité? Tout d'abord, il faut savoir quelles sont les bases de la durabilité, quels sont les éléments que nous voulons vraiment traiter et nous devons traiter pendant les 20 ou 30 ans à venir. Quels sont les paramètres que nous pouvons influencer? Quelles sont les alternatives qui se présentent pour l'architecture? Et avec ce contexte global, j'aimerais démarrer. La construction présente quelques problèmes techniques, à savoir l'énergie. L'énergie constitue un problème, effectivement, depuis des années, depuis des décennies. Et en Allemagne, nous avons commencé avec la législation sur la protection thermique, l'isolation, en réglementant la consommation d'énergie des bâtiments. Et j'espère tout cela va donc réduire les émissions et la consommation d'énergie. Et si je dis émissions, je ne
veut pas uniquement dire les émissions générées par la consommation d'énergie, mais également des émissions qui sont générées lors de la production, de la fabrication, le transport, la construction. Et par la suite, si on parle d'émissions, je veux dire par là les émissions de gaz à effet de serre. Juste comme remarque préliminaire, parce que ça fait une grande différence. Et justement, dans la recherche, il faut être très prudent. Si vous faites, si vous lisez sur des analyses, des évaluations sur les émissions, il faut être très, très précis pour savoir de quel type d'émissions il s'agit. Un autre problème majeur, la disponibilité du matériau. Jusqu'à présent, avec quelques exceptions près, pendant ces derniers mois, n'a pas été considéré comme un problème majeur. Mais même si les raisons étaient autres, il y avait des goulots d'étranglement par rapport aux livraisons, il y avait des transferts de parts de marché vers la Chine. Mais malgré tout, on a eu un petit avant-goût sur ce qui va se passer lorsqu'il n'y a plus de matériaux de construction. Ce qui va être le cas. Les ressources et les matières premières sont désignées comme réserves et comme ressources. Et les réserves comprennent les ressources ou les matières premières qui, actuellement, avec la technologie appropriées, peuvent être extraites de la terre. Et nos ressources, c'est une quantité plus grande, à savoir les champs, les mines, les domaines dans le monde qui ont encore, par exemple, du minerai, mais actuellement, ce n'est pas économique ou ce n'est pas rentable de s'en servir. Et c'est pourquoi cette thématique des ressources a souffert, a eu un manque de crédibilité, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas pu faire la différence. Bien sûr, il y a une évolution dynamique, bien sûr, de temps en temps, il y a une nouvelle technologie qui rend possible de prélever de nouvelles ressources, mais il y a des limites, parce que les ressources aussi touchent à leurs limites à un moment donné, et le développement technologique touche à ses limites à un moment donné et ne peut plus permettre le prélèvement de ressources. Et on va le voir par la suite, parce qu'on se posera la question de comment traiter cette problématique-là. Le quatrième aspect qui est aussi en rapport avec tout ça, ce sont les déchets. Nous avons un très grand problème avec les déchets. Les décharges sont surchargées. Parfois, les gravats, on est obligé de les exporter vers la Pologne, par exemple. Et il y a beaucoup de personnes qui le savent, parce que nous sommes des architectes, nous construisons pour l'éternité, mais malheureusement, ce n'est pas le cas non plus, toujours. Quelles sont les conséquences sur les constructions? Les énergies, bien sûr, c'est une très grande conséquence et plutôt drastique ces dernières décennies. On a développé des matériaux d'isolation, on en a utilisé, on a développé des nouveaux systèmes de chauffage afin de réduire l'usage d'énergie. Les émissions, il y a eu très peu de changements, il n'y a pas vraiment de réglementation à ce niveau, et idem pour la disponibilité des matériaux. Il n'y a aucune obligation de se limiter, et pour les déchets, c'est exactement pareil. Voilà, donc on va se poser les questions, chaque problème à la fois.
Donc l'énergie, nous avons un problème de la disponibilité, du stockage, mais nous n'avons surtout pas un problème d'énergie parce que le soleil, peut-être ici il y a des personnes qui le savent, le soleil nous donne 10 000 fois plus d'énergie que l'énergie dont nous aurions besoin pour nos besoins, pour notre utilisation d'énergie. Mais la question, c'est comment stocker cette énergie, comment la rendre utile. Et c'est pourquoi M. Sobek et moi-même le disent, nous n'avons pas du tout un problème d'énergie, mais un problème d'émission. Et ce ne serait pas un problème d'avoir une maison qui consomme beaucoup d'énergie si, de l'autre côté, on en reçoit autant, voire plus. Donc, du coup, il n'y a pas de problème à consommer de l'énergie. Et théoriquement, ça pourrait être le cas, mais dans la pratique, ça ne l'est pas. Cela voudrait aussi dire qu'il ne faut pas se focaliser sur ce problème d'énergie et il ne faut pas le voir comme notre problème principal. Parce que si la mise à disposition et le stockage de l'énergie est résolu, nous avons résolu ce problème-là, mais nous n'avons toujours pas résolu le problème des émissions. Et c'est pourquoi Monsieur Sobek a créé une hypothèse, plutôt 17 hypothèses, et l'hypothèse numéro 2 de M. Sobek dit que la grande tragédie de l'humanité consiste dans le fait que le CO2 soit transparent et sans odeur. Parce qu'il est difficile de parler du CO2 comme un problème, parce que le dioxyde de carbone est invisible et inodore. Si c'était maintenant une odeur d'œuf pourri, je pense que tout le monde aurait envie d'économiser du CO2 parce que c'est très agréable. Ce serait désagréable. Et si ce n'était pas transparent parce que ce ferait toujours un brouillard un peu coloré ou sombre, ce serait aussi une problématique qu'on serait prompte à vouloir résoudre. Pour clarifier le problème autrement, quels sont les temps de maintien de CO2 dans l'atmosphère ou d'autres émissions? Pour le CO2, donc pour le dioxyde de carbone, les sources disent entre 800 et 1200 ans, admettons 800. Mais à ce moment-là, il faudrait réfléchir en arrière. 800 ans en arrière, c'était le XIIIe siècle, c'était le Moyen-Âge. Et dans 800 ans, les personnes qui voient en arrière et qui réfléchissent pour 2021, ils penseront aussi que c'était pour eux le Moyen-Âge. Mais ils ont encore notre CO2 dans leur atmosphère. C'est vraiment très long. Donc, il faut vraiment réfléchir aussi sur les conséquences de nos actes pour l'avenir lointain. Le méthane a un temps de maintien dans l'atmosphère beaucoup plus court, mais c'est 25 fois plus mauvais pour la santé que le CO2. Donc là, nous avons un facteur... donc en fait, les gaz d'effet de serre, il y en a 4 qui ont été déterminés. CO2, c'est avec plus de 80% celui qu'on a le plus dans l'atmosphère, et les autres sont toujours convertis avec un facteur d'endommagement sur la santé. Donc, le CH4, c'est 25. Le protoxyde d'azote a un autre facteur. Et le chlorofluorocarbone, il y en a moins aujourd'hui, mais c'est un facteur 5000 fois plus dommageable que le CO2.
Pourquoi on parle tout le temps de CO2? Pourquoi on parle des 1,5 degrés? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La plupart d'entre nous pensent que ce sont surtout des conséquences sur la nature, sur notre environnement. Bien sûr, il y a aussi des tipping points, des points de bascule. Quand on arrive à ce point de bascule, il y a un enchaînement d'événements, une réaction en chaîne qu'on ne peut plus stopper. Mais pour nous, en tant que société, est-ce qu'il y a vraiment des conséquences pour nous? Parce qu'il y a peut-être plus de catastrophes naturelles, ok, soit. Mais au fond, ce n'est pas aussi simple. Car nous, en tant que société, nous devrions porter un très grand intérêt à ce que ces 1,5 degrés et surtout les 2 degrés, qu'on les dépassera jamais. Vous voyez ici 1,5 degré, c'est un réchauffement. En ce moment, nous sommes à 1,1, 1,2. En Allemagne, c'est plutôt 1,2, 1,3. Mais en fait, il n'y a pas quelques catastrophes naturelles de temps en temps, mais il y aura de plus en plus de catastrophes que nous ne mesurons pas encore. Et les conséquences sur nous en tant que société peuvent être immenses. Les 2 degrés, on les voit déjà comme une limite très dangereuse. Et pour 3 degrés, à 3 degrés, on bascule dans le chaos. Cela déstabilisera notre civilisation. Et une déstabilisation, le chaos, ça porte des famines, des migrations, des conflits, des guerres. Et si on va encore plus loin, ce que j'espère ne pas devoir vivre, ça sera incompatible avec une société civilisée. Et il faudra vraiment se rendre compte de cela. Il ne s'agit pas de quelques tempêtes et inondations. Il s'agit vraiment de la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Et les conséquences concrètes possibles sont illustrées ici. Il y a un exemple. Il y a des chercheurs américains qui ont trouvé que lors d'un scénario de réchauffement climatique plutôt doux, ils ont trouvé que si on prend certains céréales ou surtout le maïs, ici dans cet exemple, il démontre les conséquences sur la production de maïs d'une montée de la température. Nous avons déjà des températures tellement élevées que les plantes s'arrêtent à pousser. Bon, de temps en temps, si c'est canicule, une journée ou 2, ce n'est pas grave. Mais si cela dure 1 semaine, 2 semaines, ou cette année, par exemple, avec des canicules qui durent des semaines en Amérique du Nord. Et lorsque vous regardez maintenant ce graphique sur la droite, et si vous regardez à partir de quel point le maïs s'arrête à pousser, eh bien, ce point s'est déjà atteint à 29 degrés. Donc, une journée avec une température moyenne de 29 degrés, le maïs s'arrête à pousser. Les plantes, ils ont des pores ouverts normalement ou par lesquels ils absorbent et émettent l'eau. Et le maïs, à partir de 29 degrés, il est en mode survie. Il arrête toute autre fonction. Il veut tout simplement survivre. Il referme ses pores pour ne pas perdre de l'eau. Et ça fait en sorte qu'il ne peut pas absorber du CO2 parce que les pores sont fermés. Et sans CO2, une plante ne peut pas pousser. Et il économise ses forces. Le maïs, il n'investit rien d'autre. Il est en mode survie.
Je trouve que c'est assez parlant. 29 degrés en Amérique du Nord signifie cette limite. Et cela voudrait dire aussi une perte de récolte de 20 à 30%. Ça veut dire 20 à 30% des personnes qui en ont besoin pour se nourrir, eh bien, n'obtiennent pas cette nourriture et cela pourrait induire des famines. Ça, c'est jusqu'en 2050, mais si on poursuit ce calcul jusqu'en 2021, ce serait jusqu'à 80% de pertes. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de limiter nos émissions en CO2 et ceci le plus rapidement possible. Nous sommes obligés de limiter à un réchauffement de 1,5 degré et à une émission de 290 gigatonnes de CO2. Et cette 290 gigatonnes de CO2, il faut bien les répartir. Ça, c'est depuis 2020, nous avons déjà perdu une année, presque 2 années, où rien ne s'est passé en économie. Et pour l'objectif 2 degrés, c'est encore plus de CO2 à économiser. Et cela paraît beaucoup, mais ce n'est pas autant lorsqu'on calcule nos émissions par seconde. Ce sont 1300 tonnes par seconde. Vous pouvez faire le calcul et vous pouvez aussi calculer, nous avons encore 6 années et demie avec un objectif de 1,5 degré. 6 ans et demi où nous pouvons continuer comme si de rien n'était. Par contre, après, il faudrait réduire tout à zéro du jour au lendemain ou vivre avec les conséquences. Et maintenant, revenons au bâtiment et à la construction. La construction de bâtiments a une très grande influence sur cela parce que nous sommes responsables de quasiment la moitié de toutes les émissions. Petit problème technique. Sur scène, voilà. Je vais vous expliquer ce graphique. La ligne rouge montre l'évolution linéaire jusqu'à 2050. Et 2050, c'était l'objectif de l'accord de Paris sur le climat. Mais d'ici là, la plupart des personnes pensent que nous pouvons encore émettre les gaz à effet de serre, etc. Mais si nous faisons cela, et si on regarde un peu tout ce qui est sous cette ligne rouge, l'on voit que nous sommes très très loin de ce que nous avons prévu. Donc maintenant, il faudrait rapidement et drastiquement réduire les émissions à l'horizon 2035. Parce que il y a des projets de recherche Orca, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en Islande, c'est une machine qui fonctionne quasiment comme un aspirateur et qui prélève le CO2 de l'atmosphère, qui le stocke dans une membrane et dès qu'elle est remplie, on le chauffe pour relibérer le CO2, mais il est après enfoui très profondément dans la terre. Et au bout de 2 ans, cela se transforme en pierre et est stocké en permanence. 400 000 tonnes de CO2 peuvent être
économiser de cette manière. Mais 400 000 tonnes, voilà, ça ne fait pas tout. Mais si nous voulons développer un système qui fait en sorte que ça fasse vraiment une différence, il faudrait avoir beaucoup d'ORCA. Et la technologie, c'est bien, et il faudrait continuer les recherches, et c'est très important, mais je ne pense pas que ça suffira seul à résoudre tous les problèmes. J'aurais donc besoin de cette ligne bleue afin de réduire rapidement les émissions. Et vous voyez donc le budget restant. Et marqué en jaune, c'est le pourcentage de la construction. Donc la gestion des bâtiments, la production de bâtiments, la production d'infrastructures, les ponts, les chaussées, tout cela consomme de l'énergie et produit des émissions. Par conséquent, nous avons ici un bon levier pour vraiment faire une différence. Et la notion ou le terme climatiquement neutre est très fréquemment utilisé, mais c'est un terme sensible puisque ce que nous comprenons maintenant, par exemple, si vous prenez le chauffage avec des granulés qui sont donc utilisés aujourd'hui et produisent des émissions à un moment où on en a vraiment plus besoin. Et malgré tout, on considère ce mode de chauffage de neutre. Si vous prenez 2020 comme limite de calcul, il est exact de dire oui, il est possible qu'il y a donc un calcul qui fait que le résultat est climatiquement neutre, mais très souvent, ce sont vraiment des calculs qui utilisent beaucoup d'astuces. Si, par exemple, j'utilise un arbre, j'en fais des granulés pour le chauffage, c'est neutre au niveau du climat. Les émissions des bâtiments. Si vous regardez les nouvelles constructions en Allemagne, vous n'allez pas le croire, mais la phase de fabrication est responsable de 50% des émissions pour un tel bâtiment qui est utilisé pendant 50 ans. Voilà. Pendant la phase d'utilisation, sur une durée de 50 ans, environ 40% des émissions sont générées et le restant, c'est-à-dire les 10%, pendant la démolition. Voilà, vous voyez comment les différents pourcentages sont pondérés. Si vous regardez un peu le cadre législatif qui nous est imposé en tant qu'urbanistes et architectes. Pendant la phase de production, et là aussi, il y a une norme allemande qui est internationalement également existante comme norme internationale, prévoit donc une phase de produit et une phase de construction qui est composée des émissions technogènes, à savoir des émissions dues à la consommation d'énergie et des émissions dues au process. Et je ne parle pas de l'énergie nécessaire pour mon chauffage ou pour l'électricité, mais des émissions qui sont générées par les matériaux de construction. Par exemple, le ciment. Le ciment doit être fabriqué et cela consomme de l'énergie qui génère des émissions. Mais ce sont des émissions que nous pourrions, une fois le problème de disponibilité d'énergie réglé, réduire. Les émissions qui sont dues aux procédures, process, ce sont donc des émissions qui sont générées lors de la fabrication de produits chimiques. Par exemple, lors de la
désacidification du grès calcaire, mais également pendant la production d'acier. Et ces processus chimiques génèrent des émissions. Et à présent, on ne peut pas les réduire pour atteindre un zéro émission. Il y a d'autres approches où l'on tente donc de trouver des solutions à l'hydrogène qui n'est pas produit par des combustibles fossiles. Et il y a d'autres approches, mais qui momentanément ne sont pas encore des approches à long terme. On utilise par exemple des sous-produits ou des dérivés de la production d'acier qui ne sont pas toujours disponibles. C'est-à-dire, en ce moment, il n'y a pas de solution à long terme. Ayant dit cela, et si l'on parle de la décarbonisation, c'est peut-être possible pour certains secteurs, mais pas pour l'ensemble des secteurs et des domaines. Voilà, je vais jeter un coup d'œil sur les 30 années à venir. Vous voyez la ligne bleue qui signifie que ce sont des émissions produites par la phase de production ou de fabrication, c'est-à-dire émissions générées avant même que moi j'aménage dans mon appartement. Et petit à petit, année par année, il y a des émissions provoquées par le chauffage, par l'électricité consommée, par la ventilation qui se rajoute à ce bilan. Si l'on considère que l'ensemble de l'énergie consommée en Allemagne est censée être produite de manière neutre par rapport au climat, cette courbe va donc se réduire pour revenir vers le bas. Et M. Zobeck a élaboré une approche logique en disant que on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Si aujourd'hui je génère des émissions et ces émissions restent dans l'atmosphère, il n'est pas logique de continuer à générer des émissions année par année. Et nous, on appelle ça l'hypothèse de l'accumulation des dommages. Un dommage qui est provoqué, un préjudice qui est provoqué. Par exemple, moi, je peux mourir en raison des facteurs dus au changement climatique, ou je suis un producteur de fraises et suite au réchauffement climatique, je ne peux plus produire des fraises. Ma récolte diminue d'année en année jusqu'à ne plus être vivable. C'est-à-dire, il y a des dégradations, des dommages qui s'accumulent année par année. Et d'un autre côté, on a les émissions générées par l'exploitation qui déploient moins d'effets nocifs. Et la différence est 25 fois plus grave. Si vous voulez faire vous-même le calcul, voilà l'équation respective. Vous pouvez donc faire votre calcul individuel. Un autre aspect également important, c'est la prise en compte de la quantité d'énergie consommée. Comment devrais-je consommer? Combien d'émissions peux-je me permettre de générer? Et où est la voie juste? Nous faisons une étude de cas individuelle pour chaque bâtiment, en fonction du site, en fonction des exigences
C'est vraiment une réaction individuelle, un concept individuel pour un bâtiment individuel sur un site individuel. Supposons que nous avons un bâtiment de 30 kW et un autre bâtiment de 15 kW de consommation. L'approche est claire. Je prends le bâtiment qui utilise seulement 15 kW et qui génère moins d'émissions. Mais pour la construction, il faut peut-être plus de matériaux d'isolation afin de respecter ces 15 kW, d'autres types de fenêtres, peut-être moins de surface utilisable. Tout cela, ce sont des facteurs que nous oublions souvent. Si vous comparez les chiffres, vous allez constater qu'il y a les émissions de production de 10, les émissions générées pendant la production sont donc divisées par les années d'utilisation. C'est un peu compliqué. Donc, nous calculons au moment où vous aménagez dans cette maison, les émissions sont calculées. Donc, les valeurs en vert sont les valeurs réelles, calculées sur 50 ans. Et j'ai donc 500 kilowatts et 550 en équivalence en comparaison entre les deux bâtiments. Et en ce qui concerne l'énergie, c'est clair. Pour le bâtiment qui consomme 30 kilowatts, j'ai une différence de 300 par rapport au bâtiment de 15 kilowatts. Bon, vous allez me dire, c'est clair. J'ai une différence de 6 par an et de l'autre côté, c'est 1. Mais nous avons un déroulement dynamique du mélange d'électricité qu'on va être obligé de réduire pour atteindre 0. Donc, il y a encore 30 ans jusqu'en 2050. Et à partir de 2050, on ne peut plus du tout émettre du CO2. Donc, il nous reste 30 ans pour atteindre cet objectif. Et voilà, la différence est également de 50, mais par an, uniquement de 3. Alors, revenons en arrière. Cette hypothèse sur les dommages cumulés. Par rapport à ces dommages, on ne voit plus aucune différence majeure entre les deux modèles, parce que tout dépend des matériaux d'isolation, des investissements dans les techniques permettant une réduction de l'énergie. Voilà, la nouvelle législation sur la protection du climat, on n'en trouve pas grand-chose sur Internet. Donc cette législation prévoit que les bâtiments doivent avoir une consommation réduite de 57% en linéaire jusqu'en 2030. Mais il manque quelque chose, à savoir ce qu'on fait avec le bâtiment après démolition. Qu'est-ce qu'on fait avec les gravats? Est-ce qu'on les transporte en Pologne ou même en Chine après la fin de l'utilisation du bâtiment? On ne sait pas non plus comment le bâtiment est produit, fabriqué, quelles sont les distances de transport. Et il manque beaucoup de facteurs. Monsieur Sobeck aime bien
faire des calculs. Et j'aimerais également vous présenter quelques calculs en prenant comme exemple l'Autriche en 2009 pour vous montrer combien de matériaux nous utilisons. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi là-dessus, combien de mètres carrés de routes, combien de mètres carrés pour les parkings vous allez envisager, combien de mètres carrés pour la mairie, pour l'université. Tout cela doit être réparti entre la population. Et il y a des études nombreuses, mais il est très difficile de trouver des données fiables. En Autriche, on l'a quand même essayé avec des extrapolations. Le pays a 8,36 millions d'habitants. Et chaque année, par rapport au stockage de matériaux, de construction, des machines, le chiffre est 108 millions de tonnes par an, c'est-à-dire 13 tonnes par personne, par habitant en Autriche. Donc chaque année, le matériau stocké augmente de 13 tonnes par personne par an. Et les réserves en Autriche comprennent les 466 tonnes. Après, il y a également une utilisation de ces matériaux, mais c'est très peu. Donc, pour économiser des ressources, il faut poursuivre d'autres approches. Actuellement, personne voudrait envisager de démolir un bâtiment afin de recycler les matériaux utilisés dans ce bâtiment. C'est beaucoup plus facile de construire un nouveau bâtiment en utilisant, par exemple, du sable d'une carrière à proximité. Et il n'y a pas non plus du contrôle par rapport à ces chiffres. Ce sont des chiffres basés sur des estimations. Et c'est-à-dire qu'il y a très probablement beaucoup plus de réserves de matériaux stockés. Et pour cette raison, les 12 tonnes de output sont minimes comme quantité. Sinon, on pourrait beaucoup plus bénéficier de ces réserves. Mais ces 12%, un neuvième de 108 millions de tonnes, ne peuvent pas résoudre notre problème. Il faudrait des quantités beaucoup plus importantes pour pouvoir réutiliser et recycler ces matériaux et réduire l'utilisation de nouveaux matériaux. Dans ce contexte, l'Autriche donc représente 460 tonnes par personne. Et si vous regardez la natalité par rapport à ce chiffre, vous voyez clairement que la différence est énorme en fonction du lieu d'habitation de cette personne. Et je voudrais brièvement écarter un préjugé. Si on pense à tous ceux qui nuisent gravement à l'environnement, vous pensez c'est l'Afrique, parce qu'il y a une population énorme, parce que la natalité est très forte, le taux de natalité est très élevé. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'un enfant américain provoque 18 tonnes par an. Et par contre, un enfant en Éthiopie génère uniquement 1 tonne d'émissions par an. Donc, 18
enfants en Éthiopie génèrent des émissions qui sont générées en Amérique par un enfant. Alors, si chaque nouveau-né, chaque citoyen sur Terre était un habitant de notre monde industrialisé, on n'aurait aucune chance de survivre. Voilà le bilan pour les pays du troisième monde, du tiers-monde. Il y avait une augmentation considérable. Les pays industrialisés ont donc provoqué ces émissions-là, 430 tonnes. Et si on veut donc se mettre sur un pied d'égalité et considérer la communauté globale dans son ensemble, le tiers-monde aurait un besoin de rattrapage de 2200 tonnes. 2200 gigatonnes. Alors, l'ensemble du bâti à Berlin, à New York, à Copenhague, comment faire pour reconstruire tout ça? Mais comment? Vous allez constater que ce n'est pas possible. Au niveau de la qualité, cela a bien évidemment des répercussions. Il y a 4,3 millions de personnes qui vivent dans un bâtiment sans WC, sans toilettes. Comment est-ce qu'on peut construire des toilettes? Ce sont des problèmes qu'on ne peut pas solutionner facilement. Également, l'approvisionnement en eau avec les sécheresses qui ravissent. Et nous disons, ah ben maintenant, vous devez construire comme nous. Ça ne va pas fonctionner. Voilà. Ja, und auch Oui, et chez nous, en Allemagne, tout comme en Autriche, la croissance ne s'arrête pas. Il y a une deuxième ou cinquième voie d'autoroute. On agrandit les surfaces habitables d'environ 42 mètres carrés par personne à, on va dire, plus de 55 mètres carrés comme aux États-Unis en ce moment. Et cette soif de croissance, de construction, d'avoir toujours plus, de consommer toujours plus, ça ne s'arrête pas. Ça fait partie de notre nature. La croissance, c'est ce à quoi on aspire. La conjoncture a besoin de croissance, mais les conséquences sont énormes. Et cela mène très clairement à des goulots d'étranglement, des pénuries, le sable et le gravier, même les médias en parlent. Il y a d'autres pénuries en ce qui concerne le zinc, le cuivre. Le cuivre, c'est vraiment très important pour le transport de l'énergie, le transfert de l'énergie. Si nous voulons maintenant changer et basculer vers les énergies renouvelables, il faut aussi que cette énergie puisse être transportée et le cuivre, ça manquera à un moment donné. Le bois pour la construction, c'est une bonne alternative, mais ce n'est pas une solution de remplacement parce que les arbres, on n'en a pas non plus à l'infini. Et l'arbre qui est placé en forêt noire et qui absorbe du CO2 de l'atmosphère pour grandir, pour pousser, eh bien, cet arbre-là, il a plus d'utilité pour nous que si on l'utilisait comme matériau de construction. Mais c'est vrai que le bâtiment, c'est une façon de
aussi de travailler avec le bois de manière durable. Mais Monsieur Sobek, il le dit, il faut voir plus loin. Il y a une neutralité climatique si cet arbre a été planté à une date précise et qu'il reste en vie pendant une certaine durée de vie. Mais lorsque je coupe cet arbre, il y a aussi des racines qui restent. Il y a beaucoup de racines, il y a des aiguilles, des feuilles, et c'est vrai que cela rentre dans le cycle de la vie. C'est très complexe tout ça, vous le constatez, et nous n'avons pas encore la solution idéale pour pouvoir construire, pouvoir vivre. Il n'y a pas de recommandation, de recette miracle selon laquelle on peut agir et tout va bien. Mais c'est toujours... il y a des expériences, il y a des essais, il y a des évolutions. Et nous, en tant qu'architectes, nous avons un parcours créatif et nous devons faire preuve de créativité pour trouver des solutions. Maintenant, les déchets, bien sûr, le bâtiment est responsable pour 60% des déchets dans leur totalité. Et nous ne sommes pas non plus au bout de tous les problèmes. Nous voyons que les décharges sont surchargées et d'ici les 10-15 ans, on a aussi encore le problème du plastique. Le plastique, il est utilisé depuis les années 60 à peu près et il est utilisé comme matériau pour isolation, pour les tuyauteries qui avant étaient en acier ou autres matériaux. Maintenant, c'est en plastique. Et pourquoi pas? Parce que le plastique a des avantages. Il y a une durée de vie longue, mais comment le recycler? Comment s'en débarrasser en fin de vie? Nous avons maintenant des bâtiments des années 30, 40, 50. Voilà, ça c'est autre chose, mais les problèmes viendront après. L'économie de circuit est vraiment important. J'espère que j'ai pu vous faire comprendre que les ressources et surtout leur disponibilité représentent un très grand problème. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment une économie de circuit. Il faudrait que les politiques soient impliquées. Des régulations doivent être trouvées. Il faudra vraiment attaquer les problèmes à leurs racines et de ne pas se contenter de solutions de facilité. Voilà, je mets un peu plus d'isolation pour économiser de l'énergie. Ce n'est pas possible. C'est pas ça qui est durable. Et encore une fois, on l'a vu en Autriche, les matériaux restent très longtemps dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre. Et c'est vrai que on travaille toujours pour les générations d'après et du coup, on n'est pas encore très avancé. La revendication est très claire. Il faut construire pour plus de personnes avec moins. Ça, c'est un dogme de M. Sobek et je trouve que c'est vraiment une prolongation du « less is more ». Moins, c'est le mieux. Et c'est vraiment ça le défi pour l'avenir. Dans notre bureau et pour nos projets, nous avons l'obligation interne de nous rapprocher le plus possible du triple zéro. Donc, zéro déchet, zéro émission et zéro énergie. Donc, aucune émission, ni dans l'exploitation, ni dans la construction. Et zéro énergie, en tout cas, zéro énergie d'énergie fossile. Ça, c'est une très grande importance d'ailleurs. Et ce que nous revendiquons à la place, surtout Monsieur Sobek, il dit qu'il nous faudrait des lois
pour les économies de circuits et des lois qui limitent les émissions des bâtiments. Il faudrait aussi légiférer quant à l'utilisation et les émissions pendant la phase de construction. Maintenant, pour parler aussi un peu de l'architecture, voici quelques images de bâtiments, mais il ne s'agit pas de n'importe quel bâtiment. Il s'agit de bâtiments qui mettent en pratique toutes ces revendications qui sont des constructions expérimentales, mais qui prouvent que cela peut marcher. Ça, c'est la maison de Monsieur Zobeck lui-même. Donc, on ne va pas non plus dire que la solution, ce sont les maisons monofamiliales. Cela n'est pas l'avenir, mais malgré cela, c'est un exemple, c'est une construction exemplaire qui remplit jusqu'au dernier détail le principe du triple zéro. C'est un immeuble qui puise tout son besoin en énergie par les panels photovoltaïques qui sont posés sur le toit, et il n'y a pas de cheminée. Il n'y a aucune émission dans l'air, dans l'atmosphère. Tout est recyclable. En fin de vie de ce bâtiment, on peut recycler tous les matériaux sans les mélanger et de manière quasi parfaite. Donc, c'est vraiment une construction expérimentale, mais qui a déjà 21 ans. Donc, si on était capable de faire une telle construction il y a 21 ans, je pense que ça devrait être encore plus possible aujourd'hui. Le prochain bâtiment, F87, c'est le premier bâtiment du monde qui parle avec sa voiture. Vous avez ici une petite Smart électrique et le bâtiment est autosuffisant en énergie jusqu'à 170%. Il peut également fournir de l'énergie à cette voiture. Il communique avec la voiture parce qu'il demande, OK, tu as besoin de combien d'énergie? Allez, après, il contrôle, est-ce qu'il y a du soleil aujourd'hui? Est-ce que je peux entrestocker l'énergie? Est-ce que je peux la fournir? Donc, la maison communique avec la voiture et lui fournir son énergie, son électricité. C'est vraiment un modèle précurseur qui montre tout ce qui est possible. Le B10 est un bâtiment qui était auparavant, donc, qui est placé dans la Weißenhofsiedlung à Stuttgart, qui peut aussi être pris comme exemple. Ici, nous avons le premier immeuble qui communique avec ses voisins. La Weißenhofsiedlung, c'est aujourd'hui un musée. Il y a des bâtiments du Corbusier, Mies van der Rohe, et ici, ces bâtiments voisins qui font partie du musée, communiquent avec cet immeuble-là et communiquent leurs besoins en énergie pour toutes sortes de choses, jusqu'à la voiture ou le vélo électrique. Un autre exemple, ça c'est en Suisse, c'est un autre bâtiment expérimental. Là, on s'intéresse surtout à l'étage au milieu qui est éclairé. Ça, c'est Urban Mining and Recycling, ou MAL. Cela a été créé au cours de recherche à la EMPA. Et Werner Zobeck, avec Kebel et Félix Heisel, ils ont conçu ce bâtiment et qui est 100% recyclable. Il n'y a que des matériaux qui ont soit déjà été recyclés ou qui peuvent être recyclés, comme par exemple les plaques, les panneaux de cuivre qui sont réutilisés ici ou qui peuvent être recyclés après la fin de leur vie, soit un recyclage biologique, soit même technique. Et voilà une autre composante, c'est un autre aspect, c'est moins l'aspect énergie et émission, mais bien sûr, c'est important ici aussi, mais ici, on se focalise vraiment sur ce urban mining. Et
le pourcentage de matériaux recyclables. Maintenant, on part dans la recherche et j'étais très longtemps dans l'Institut pour les constructions légères et du design conceptionnel. Nous avons fait beaucoup de recherches, économie de ressources, économie d'émissions et une technologie vraiment prometteuse, c'est un béton qui est poreux, avec des cavités qui sont intégrées dans le béton et ces cavités ne sont pas en plastique comme pour le cobiax, mais ce sont des cavités minéraux. Donc, ils peuvent être détruits et être recyclés complètement. C'est un produit minéral, il peut être recyclé complètement et ce côté de graduel, des cavités graduelles s'orientent en fait selon les besoins de contraintes d'une structure porteuse. Et là, je peux vraiment économiser du matériau parce qu'il y a des endroits où j'en ai moins besoin et là où j'ai moins besoin de matériaux, eh bien, je vais ajouter ces cavités. La prochaine étape, donc ce gradient béton, c'est passif, ce béton avec les cavités, ça me fait économiser jusqu'à 50% de matériaux, jusqu'à 60% d'émissions dans la production et j'ai une structure qui reste telle qu'elle. L'étape d'après, c'est vers l'adaptivité. Là, je peux construire encore plus facilement parce que cette masse complémentaire, je vais la remplacer ou compléter par la technologie. Si je construis avec des sources d'énergie qui ne sont pas fossiles mais renouvelables, eh bien, au niveau des émissions, on est vraiment dans du négligeable et la technologie peut faire en sorte qu'on puisse économiser jusqu'à 70% d'émissions. Là, ici, c'est la Smart Shed à Stuttgart. C'est une coque en bois, 15 mètres d'envergure. Et ici, nous avons des actionneurs. Ce sont des cylindres hydrauliques qui peuvent réagir. Ils fonctionnent avec des capteurs qui sont au fond à droite, à l'autre pied de cette coque. Les capteurs captent chaque changement. Par exemple, s'il y a une couche de neige d'un côté ou si le vent vient d'un côté, tout ça c'est enregistré, transmis à un ordinateur, une unité centrale qui analyse ces informations. Bien sûr, c'est beaucoup plus rapide que ce que je raconte là, c'est en quelques millisecondes. Lui, il analyse les informations et il donne une ordre d'action à ses actionneurs et ces actionneurs vont bouger, s'adapter selon les informations et les ordres qu'ils reçoivent. Du coup, on peut activement réagir à cette contrainte qui se fait que d'un côté, par exemple une masse de neige ou du vent d'un côté. Donc, on peut réagir. On essaye d'abord avec des coques comme celle-ci et on est encore en train de faire des recherches pour transposer ça dans des bâtiments. Et on l'a fait. Ça, c'est relativement frais. Il y a 2 jours, ce bâtiment a été inauguré. J'étais chargée du projet de cette tour. C'est vraiment un immeuble extraordinaire. Et là, nous avons essayé de nous éloigner de ces éléments abstraits comme les coques vers un immeuble. Et c'est une tour, en fin de compte, et nous avons intégré ces cylindres hydrauliques et les actionneurs. Et lorsque vous regardez bien dans les diagonales, vous pouvez reconnaître les cylindres hydrauliques.
Et la particularité, c'est que c'est la première fois dans cette dimension-là, c'est la première fois que nous examinons dans cette dimension-là la réactivité d'immeubles. Bien sûr, le but, c'est de pouvoir, dans l'avenir, économiser des matériaux, utiliser très peu de surface, avoir une empreinte CO2 très basse. Et c'est vraiment une alternative à la construction traditionnelle. Voilà, avec du beau temps. Et je pense que vous avez eu quelques exemples pour vous expliquer notre manière de voir l'architecture durable. Cette image ici, c'est une petite utopie que nous avons, tout électrique, pas d'émissions, zéro émission, tout est calme. La circulation, c'est que l'électrique, ça ne fait pas de bruit. J'ouvre la fenêtre, l'air est pur et je peux vivre de manière agréable dans une ville. Donc, construire pour plus d'humains avec moins de matériaux, sans émissions et sans déchets. Donc, une nouvelle façon de construire. Et en fin de compte, la nature, ça doit vraiment être au cœur de tout, parce que la nature, c'est la mesure de toute chose. Ça, c'est notre thèse numéro 17 de notre rapport d'entreprise. Et je voudrais prendre ça comme mot de la fin, et j'espère que leur passé vous a inspiré peut-être pour vos futurs projets, vous a peut-être fait réfléchir à quelques aspects où vous pouvez même révolutionner votre manière de faire et de travailler de manière durable. Bien sûr, il faut une nouvelle forme de société, même en architecture. Merci beaucoup pour votre attention.